L'US Open approche à grands pas. Si tu ne veux absolument rien manquer du dernier grand chelem de la saison, abonne-toi juste ici, mon très cher Goth. On sera là tous les jours de la quinzaine. Rafael Nadal éliminé d'entrée à Cincinnati par Borna Coric. Est-ce que c'est grave? On va se poser la question dans cette vidéo. Mon éclairage sur la pépite Ben Shelton et Novak Djokovic en salle d'attente. C'est le programme ébouriffé de votre premier digest de Cincinnati. Et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec la défaite de Rafael Nadal qu'on va développer un peu plus tard dans cette vidéo dans le coin tactique, mais d'abord une stat signée Constance de Je sais tes maths. Ils affichent désormais un bilan positif ou neutre face à Rafael Nadal avec au moins 5 confrontations et nous avons simplement 4 joueurs, Gaston Gaudio qui est à 50%, Novak Djokovic qui mène 30-29 dans les oppositions, Nikolai Davydenko qui est à 55% et donc Borna Coric qui revient de périodes extrêmement difficiles en termes de blessures et désormais à 3 victoires, 2 défaites face à la légende majorcaine. Rafa qui nous a sorti un match relativement moyen la nuit dernière face à Coric et qui le dit, j'ai besoin de temps évidemment. On va lire et interpréter les propos de Rafa juste après son élimination au premier tour de Cincinnati, enfin deuxième tour pour lui. Que voulez-vous retenir de ce match dans la perspective de l'US Open dans moins de 2 semaines? Il le dit, c'est difficile de tirer beaucoup de choses positives de ce match. Je dois m'améliorer, je dois m'entraîner, je dois mieux retourner. Ça va être un point essentiel qu'on va détailler d'ici quelques instants. J'ai besoin de temps, dit-il. J'ai eu 2 balles de 7 dans le tie-break et j'ai joué 2 points horribles dans la fin de la première manche. Rafa qui connaît ces étapes, qui connaît ce genre de process avec des retours de blessures, c'est quelque chose qu'il a réussi à faire magnifiquement bien dans sa carrière. Et puis on se souvient également, Roland Garros, on était tous extrêmement inquiets après sa défaite face à Shapovalov où il traînait très sérieusement de la patte à Rome. Et puis 10 jours après, il s'engage à Roland Garros, il s'étourdit le pied pendant toute la quinzaine et il remporte un 14e Roland Garros. Donc avec Rafael Nadal, ce serait une erreur de le juger à l'aune des mêmes critères que ceux qu'on applique sur les autres joueurs. Il continue dans cette interview, il me reste 10 jours pour préparer New York. Mentalement, je dois aller de l'avant. Au niveau de l'entraînement, je dois me mettre en mode grand chelem, m'entraîner comme il faut pour être compétitif dès le début du tournoi. Et là, on l'a vu sur sa rencontre face à Coric, je trouve, il était un petit peu trop à l'économie et il tâtonnait au niveau tactique. On va le développer encore une fois d'ici quelques instants. En bleu ciel, je dois avancer et commencer à penser à l'énergie que le public me donne à New York. Sa dernière victoire, c'était en 2019 face à Daniil Medvedev, un match légendaire, iconique, dans lequel il avait réussi à se sublimer grâce en partie à l'énergie folle du public new-yorkais. On enchaîne, deuxième info dans ce côté réseau, et regardez-moi cette chemise classe. Alors faut ouvrir le deuxième bouton sur la chemise, il a tout compris, Novak Djokovic, tu montres ton bronzage sublime, sourire également, bref... Quel homme, quelle beauté. Novak qui était présent avec son papa, donc on rappelle Dieu, vu que Serdian parle de son fils comme la réincarnation de Jésus-Christ, donc il était avec Dieu, pour regarder le match entre la Slovénie et la Serbie, c'était en basket, magnifique Novak Djokovic, qui également, on l'a vu ces dernières semaines, se prépare à une éventuelle reconversion sur de la capoeira. Regardez, il y a du talent, il y a du footwork, et on s'entraîne bien entendu avec des pontes en la matière. Regardez-moi ça, cette agilité, cette habilité, cette magnifique roue de la part de Novak qui continue à explorer divers éléments, divers secteurs pour se bonifier, pour s'améliorer en tant qu'être humain, pour atteindre éventuellement la réincarnation. On rigole, on se fend la poire comme d'habitude, mais toujours est-il que Novak Djokovic est toujours interdit de séjour, petits cheveux sur la langue. On avait cru la semaine dernière comprendre qu'avec la CDC qui avait décidé d'accorder les mêmes droits aux vaccinés et non vaccinés au sein des États-Unis, peut-être qu'il y avait moyen de rêver, mais ça semble désormais très compliqué pour Novak. Daniil en tout cas s'est exprimé en faveur de la participation de Djokovic à l'US Open, un des rares joueurs à prendre parti. Je ne peux rien faire, c'est le gouvernement qui établit les règles, donc je ne sais pas si cela peut réellement changer ou non. En violet désormais, je continue à lire cette petite citation. Si vous me demandez si j'étais le décideur, bien sûr, je veux que Novak joue. J'aime quand le tournoi réunit les meilleurs joueurs du monde. On en a beaucoup parlé déjà sur la chaîne de cette participation ou non de Novak. Là, franchement, j'ai l'impression que ça va tomber à l'eau, cette petite histoire. Dernière info dans ce côté réseau, et soyons tout à fait exhaustifs avec le très sympathique et fair-play Holger Rune qui fait un état des lieux sur sa carrière déjà à son jeune âge. Il s'exprime en disant « Quand je suis parfois impatient d'amélioration, je dois
dois me rappeler que c'est un voyage, et c'est un bon voyage. Regardez l'évolution en termes de classement de Holger Rune, 140e en août 2021, et puis l'énorme percée dans le top 40 à partir de mai 2022. Holger qui fait preuve de sagesse dans ce tweet et qui nous rappelle, tels les plus beaux contes philosophiques de Voltaire, que les plus belles choses arrivent quand on travaille pour. Pas du tout. Basculons désormais sur le coin tactique et Ben Shelton, le prodige, la pépite américaine, 19 ans, champion universitaire en mai 2022, qui se lance désormais sur le circuit. Alors, je vais faire une présentation, je vais essayer d'être exhaustif sur ses qualités. Il a renversé, il a explosé un Casper Ruud la nuit dernière. Ici, vous le voyez, donc un gabarit 1m91, 1m93, on ne sait pas encore exactement. Toujours est-il qu'il a 19 ans et il a une capacité de déplacement dans la droite lignée des prototypes actuels avec les Tsitsipas, les Félix Auger-Aliassime, tous ces joueurs de 1m91 et plus. Ici, dans cette séquence, il va envoyer une gigantesque merguez qui va transpercer le finaliste de Roland-Garros 2022. On est à 30 coups gagnants, 10 fautes directes simplement, une énorme agressivité et puis un jeu pétillant. On l'avait observé déjà, Ben Shelton, c'était à Atlanta, première victoire en carrière sur le circuit ATP, et puis il avait vraiment accroché John Isner qui avait dit je suis très content de le jouer maintenant parce que je vais plus jamais le battre sur la suite de ma carrière. La semaine dernière, il était en finale à Chicago en Challenger face à Safiullin, et puis ici, victoire contre Sonego en 3 manches sur son premier tour, et cette volonté d'agresser, de faire mal, 67% derrière la deuxième balle de Ruud qu'il a concassé, un revers tonitruant, rasant, agressif ici. Franchement, il envoie des énormes pépites, il se pose pas de questions. Alors c'est la qualité de la jeunesse, de jouer d'une manière totalement libérée. Il faudra voir bien sûr sur la suite comment il arrive à convertir tout ça, et quand les petites idées noires vont commencer à germer. Toujours est-il qu'on a un très très joli package, un joueur excitant. Je pense qu'il va y avoir une énorme hype qui va arriver d'ici quelques jours, quelques semaines par rapport à ce joueur. On a un service qui est tonitruant avec une énorme propulsion, et c'est un joueur déjà 19 ans, mais physiquement on sent qu'il est quasiment construit. Là par exemple, on va envoyer une turbo mine OT, Ruud qui n'y pourra rien, Ruud qui va commencer à s'agacer d'ailleurs de voir le niveau absolument cosmique de la pépite américaine. Un point qui m'intéresse davantage, parce qu'on les connaît les Américains, gros service, gros coup droit, et derrière il n'y a pas forcément d'intelligence, de lecture de jeu. Et bien c'est pas du tout le cas pour Ben Shelton, qui est à 14 sur 18 à la volée, qui sent bien le jeu, qui comprend quand monter, à contre-temps notamment. Ici il va claquer une sublime volée croisée, le cours est ouvert en même temps, après avoir bien interprété, anticipé ce qui allait se passer. Le cours ici, vous le voyez, il n'est pas forcément très large, donc il a pu avec une grande justesse s'ouvrir les angles et enchaîner à la volée. Et moi il y a un truc qui m'a vraiment complètement choqué, c'est son attitude, son sang-froid sur des moments importants. Alors il va breaker très tôt Ruud dans la deuxième manche, et là par exemple on est à 30-1, 2-1, il faut convertir ce break. Il y a beaucoup de joueurs qui vont trembler à ce moment-là, pas lui. On fait un 1-2 amorti superbement bien touché avec son coup droit, ça c'est un coup qu'il maîtrise vraiment très bien. Donc franchement à suivre, à surveiller ce joueur. Je vous invite très franchement à regarder son 3e tour face à Cameron Norrie. On enchaîne dans ce coin tactique avec la défaite précoce de Rafael Nadal à Cincinnati face à Coric. Alors, est-ce que c'est grave? On va se poser la question dans cette vidéo. Déjà pour commencer, on est à 55% de première balle simplement pour Rafa, et on a vu sur quasiment toute la partie un joueur un peu à l'économie sur ce coup. C'est là que les abdominaux sont particulièrement sollicités. Donc on a beaucoup joué avec le bras, avec un service slicé qui a pu rappeler à certains égards ce qu'il avait produit contre Fritz. Bien sûr, bien moins spectaculaire parce que là il est rétabli, mais on comprend tout à fait qu'il souhaite y aller piano, donc ça pas assez claqué ses services. On est à 7 aces, 7 doubles également, des doubles dans des moments cruciaux, notamment pour donner le tie-break à Coric dans la première manche, et surtout un grand déficit pour Rafa qui l'a identifié en conférence de presse ensuite, c'est la qualité de retour de service. Alors il a beaucoup tâtonné parce que c'est une surface rapide. Alors Rafa, on se souvient, à l'Open d'Australie, il s'était mis extrêmement proche de la ligne quand les conditions étaient sèches. Ici, du coup, dans ce match, il a un peu navigué à vue, il a tenté de se coller à la ligne et de faire des retours bloqués, notamment en première balle, de décrocher sur ses deuxièmes balles pour avoir plus de temps, mais c'était surtout un problème d'exécution, c'était pas forcément un problème de position dans cette rencontre. Ici, notamment, une position qu'il adore, il est à 3-4 mètres de la ligne de fond, il peut envoyer une bombe extrêmement courbée, ça va sortir de quelques centimètres, il va regarder son clan, il va s'agacer, ça va être un fil rouge dans sa partie, de pas vraiment trouver de sensation au retour. Du coup, ça nous fait 33% de points remportés sur la deuxième adverse, simplement pour Rafa, et également quelque chose qui a, franchement, ça a fait mal au
aux yeux de voir ça, c'est Rafa ici, balle de 7, on a le cours ouvert, on est en plein milieu, il suffit d'assassiner l'adversaire en face et il va envoyer une soucoupe volante dans le couloir. On va être à 21 coups gagnants, 27 fautes directes, mais surtout sur cette rencontre, hein, c'était criant pour moi, sur de nombreuses portions de la rencontre, c'était pas un Rafa avec une intensité maximale à 100%, en mode grand chelem, comme il l'a dit en conférence de presse. Là, par exemple, on va être un peu paresseux sur le jeu de jambes, on va jouer beaucoup avec le bras, comme pour son service, mais également sur la baseline, et du coup, on va se retrouver un peu en retard parfois sur les échanges, comme ici, dans le 3e set, où ça va manquer de compacité, de gainage de tenue, et le coup droit va s'envoler dans le couloir. Donc, est-ce que c'est vraiment inquiétant? C'est Rafa, on connaît l'animal, on connaît la bête, il va arriver à l'US Open, il va pouvoir utiliser les premiers tours comme des matchs préparatoires pour s'engager pleinement sur la 2e semaine. Alors ça reste du sport de haut niveau, ça reste du tennis, des accidents sont possibles, mais Rafa s'engagera quand même à New York en l'absence très probable de Novak Djokovic en grand favori. Et on enchaîne avec la reco du jour, les matchs à ne manquer sous aucun prétexte la nuit prochaine à Cincinnati, et vous n'allez pas dormir une seule seconde parce qu'il y a Ben Shelton, Cameron Norrie à minuit, Auger-Aliassime Sinner dans la foulée sur le grandstand à 1h du TUM, et Cilic Alcaraz, une magnifique dingue. Attention Cilic sur ce court rapide, ce sera sur le Center Court. Moi je vais regarder ça avec beaucoup de plaisir, avec des cernes également qui vont continuer à se creuser sur toute la tournée américaine. On se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des abricots.